Merci pour cette invitation également. Il fut un temps où les images n'étaient pas simplement regardées ou contemplées, mais ingérées, détournées de leur destination première ou produites pour être mangées. Icônes, fresques, sculptures, gravures de dévotion, hosties, tchals, des figures en masse-pain, mais sculptées, étaient consommées par la bouche et non seulement par les yeux. Or, cette autre manière d'être aux images nous est à peu près incompréhensible aujourd'hui. La longue histoire de la rationalité a, je crois, eu raison de cette expérience alternative des images. Consommer une représentation non comestible, telle une peinture, une sculpture ou une gravure, est pour nous les modernes une chose proprement insensée. Pour s'en convaincre, prenons un exemple tiré de l'imaginaire populaire, celui du cinéma, et observons de quelle manière la folie du héros du film Red Dragon, Francis Dolarhyde, a été mise en scène par le réalisateur Brett Ratner. C'est en figurant l'ingestion d'une image non comestible que le serial killer, interprété par Ralph Fiennes, révèle toute sa folie. Il dévore compulsivement une aquarelle de William Blake, représentant The Great Red Dragon and the Woman Clothed in the Sun, et par son geste, il détruit le précieux trésor qui devrait normalement n'être que contemplé. L'ingestion de l'image traduit ici la perte de cette ratio intellectualis qui, selon le philosophe Aristote, permet à tout homme de faire non seulement le départ entre un bon et un mauvais usage des sens, il y a des choses qui se goûtent, d'autres qui se regardent, mais encore de distinguer ce qui est consommable de ce qui ne l'est pas. Et on ne mange pas une œuvre d'art a priori. C'est encore cette oblitération historique de l'ingestion des images non comestibles qui, dans le champ cette fois de la culture savante de l'avant-garde artistique, a permis à Jasper Johns de produire Painting Bitten by Man, réalisé en 1961, un monochrome à l'encaustique portant la trace d'une morsure profonde, comme si l'objet avait provoqué chez le spectateur un désir de dévoration plutôt qu'un sage besoin de contemplation. En effet, si l'œuvre apparaît provocante, transgressive, c'est parce que l'ingestion d'images figure comme un acte déraisonnable. User de ses dents plutôt que de ses yeux pour appréhender une œuvre d'art est indubitablement impropre. Cette ingestion des images comestibles ne pose d'ailleurs pas moins de problèmes aujourd'hui, même si quelques traditions culinaires perpétuent cette manière d'être aux images, et je pense ici aux biscuits figurés, comme les mille de Santa Gata en Sicile, les Santa Claus en masse-pain dans le monde germanique, ou les Gingerbread Man dans l'ère anglo-saxonne, et même si quelques artistes contemporains, comme Piero Manzoni, John Cage, que vous voyez ici, ou Denis Oppenheim, ont réintroduit cette relation à l'horizon de notre imaginaire artistique, ingérer des images comestibles apparaît comme un acte futile, infantile, dénué de sens. Et pourtant, l'ingestion des images se rencontre depuis des millénaires dans de très nombreuses cultures. Et il faut donc y regarder de plus près, car il y a une histoire à comprendre, à ressaisir par l'enquête historique et anthropologique. Alors, avant d'entrer dans le détail des pratiques et des enjeux qui traversent cette ingestion des images, dont je me propose de vous parler aujourd'hui, il me faut préciser que ces images ingérées, mangées, se répartissent essentiellement en deux groupes. D'un côté, les images non comestibles, détournées de leur usage premier, de l'autre, des images confectionnées et configurées pour être ingérées. À cette première distinction s'ajoute une seconde, reposant sur des critères plus fondamentalement anthropologiques et entrée à l'ingestion comme mode de relation. Au-delà de la dichotomie comestible-non comestible, il faut en effet distinguer deux fonctions de l'ingestion. La première, liée aux soins du corps et de l'âme, et qui a une visée curative et protectrice. Elle met en relation le consommateur avec la puissance d'un prototype représenté par l'image, et j'appelle cette ingestion l'ingestion constituante. Et une seconde, généralement réglée par un rituel, et qui a pour principale finalité d'inscrire le consommateur dans une communauté déterminée. Je désigne cette deuxième forme d'ingestion comme l'ingestion instituante. Bien sûr, ces deux pôles ne sont pas imperméables l'un à l'autre, et l'ingestion des images peut être motivée par les deux fonctions en même temps. Et pour des raisons de clarté du propos, je m'en tiendrai ici à cette articulation générale. Commençons ce parcours dans l'histoire des images que l'on mange en examinant donc la première des deux catégories individuées, l'ingestion constituante,
où les images sont ingérées pour se soigner, se protéger d'un mal ou puiser une puissance supposée déposée ou véhiculée par l'image. Les premiers témoignages d'ingestion d'images dont on dispose sont relatifs à l'Égypte pharaonienne et datent pour les plus anciens du Moyen Empire, mais la majorité d'entre eux s'inscrivent néanmoins dans le cadre du Nouvel Empire et remontent plus particulièrement à l'époque ptolémaïque. La culture magique et religieuse des Égyptiens, magie et religion ne sont pas distincts dans cette culture. Donc cette culture fait non seulement une place importante aux images, mais encore au contact et à l'ingestion comme mode d'appropriation du magique. Outre les exemples des stèles d'Horus sur les crocodiles et des statues guérisseuses, qui appellent un développement trop long pour être évoqué ici, il y a le cas singulier des peintures corporelles par léchage. On trouve en effet la trace de cette pratique dès le début du Moyen Empire, où dans certains rituels magiques, une image devait être léchée pour dispenser ses bienfaits. Le sort 81 des textes des sarcophages mentionne notamment la réalisation d'une peinture représentant l'Ogdoad d'Hermopolis Magna, autrement dit les 8 génies primordiaux, Nun et Nonet, Amon et Amonet, Cook et Kaoket, ou Eawet, je ne prononce évidemment pas bien certainement, incarnant l'océan primordial, l'air, l'obscurité et l'infini, lesquels devaient être représentés avec de l'ocre de Nubie et du pigment jaune sur la main d'un homme, nous dit le texte. Cette image, précise encore le texte magique, devait être léchée chaque jour de bonne heure, c'est-à-dire au moment du lever du soleil, après que fut récitée une formule magique. Étant donné le contexte funéraire de l'inscription et sa relative ambiguïté, l'inscription évoque une main d'homme mais sans plus d'indication, il est difficile de déterminer la finalité précise de l'ingestion de l'image et la distribution exacte des rôles. Le rituel réunissait-il un mort et un vivant, ou bien 2 vivants? La première option pose évidemment la question de la finalité du geste. S'il s'agit d'une image produite sur la main d'un mort, l'officiant est-il censé en tirer quelque chose pour lui-même, ou bien agit-il seulement pour le défunt? L'importance et la variété des gestes spécifiquement adressés aux morts dans le rituel funéraire égyptien, et le plus connu étant l'ouverture de la bouche, bien sûr, pourrait laisser penser que cet acte a pu faire partie des soins prodigués aux défunts pour le maintenir en vie dans l'au-delà. Mais il est également envisageable que ce geste ait été tourné vers le vivant, et pour cette raison, doté d'une finalité prophylactique, voire thérapeutique. Notre conception moderne de la médecine et de la pharmacopée nous empêche d'imaginer qu'un mort puisse être d'un quelconque secours à un vivant. Mais la plupart des autres conceptions du corps et des régimes de santé ne sont pas bâties sur ces schèmes de pensée naturalistes, ceux qui sont les nôtres. Il faut se souvenir que dans l'Égypte ancienne, mais c'est également vrai jusqu'à une époque très récente en Europe, des parcelles de corps humain, ce qu'on appelait les mummies, entraient dans la composition de nombreux médicaments. On se soignait à l'aide de cheveux, de peau ou d'os broyés. On pouvait donc lécher la main d'un mort portant une peinture de l'Ogdoad pour en tirer quelques vertus vivifiantes. Pour Robert Wittner, qui s'est penché sur ce rituel dans un ouvrage consacré au mécanisme de la pratique magique en Égypte, il ne fait aucun doute que ce sort, proche dans ses composantes de la littérature magique non funéraire, et peut être associé à une fonction thérapeutique et donc destiné aux vivants. Mais qu'en est-il maintenant de la seconde option? Quel sens et quelle finalité pouvait-on conférer au léchage d'une image peinte sur la main d'un être vivant? Si on considère cette fois que l'efficace des images de l'Égypte ancienne repose essentiellement sur leur animation rituelle, alors le support corporel et le léchage ont pu servir de truchement naturel pour animer les images. La chose peut se comprendre intuitivement, je crois. La chaleur d'un corps, la sensibilité de l'épiderme, le mouvement d'un membre animent toute image venant s'inscrire sur la peau. Lécher une image, peinte à la surface d'un corps, ce n'est pas lécher un artefact immobile, inerte, mais une image vivante, à même de transmettre la puissance dont elle est le véhicule. La liquéfaction de la représentation sous l'action de la langue achève d'animer l'image. Celle-ci change d'état en passant du visible au comestible. Mais quelle fonction attribuer à ce geste dans un rituel funéraire? Quel sens pour le mort si finalement seuls 2 agents humains sont pris dans cet échange? La réponse gît probablement dans les origines du sort. Comme d'autres formules récurrentes sur les sarcophages, elle a d'abord été employée dans le monde des vivants, au quotidien pour ainsi dire,
puis introduite dans les sarcophages par précaution pour la vie dans l'au-delà. Celle-ci n'a donc pas nécessairement été mise en œuvre lors des cérémonies funéraires, ou pas uniquement, mais peut-être aussi offerte aux morts comme un recours potentiel pour leur vie future. Comme on vient de le voir, en Égypte, on croyait pouvoir capter la puissance véhiculée par l'image au travers d'une ingestion. Il se trouve que la chose n'est pas différente dans la Grèce et la Rome antique, dans le monde chrétien de l'Antiquité tardive et du Moyen Âge. Alors, je passerai sur les images antiques, faute de temps, pour revenir plus spécifiquement aux usages chrétiens. Rappelons tout d'abord, pour comprendre la diffusion de la gestion des images dans le monde chrétien, que les saints ont joué un rôle fondamental dans l'institution de l'édifice chrétien, et ce de manière croissante à partir du IVe siècle après Jésus-Christ. Présents sur terre sous la forme de reliques ou d'images, ils dispensent leur puissance, leur virtus, dans le monde des vivants, bien au-delà de leur vie terrestre. Leurs reliques et leurs représentations matérielles, d'abord leurs reliques en réalité, puis leurs représentations matérielles, établissent un lien avec le monde céleste. Aussi, être proche de ces manifestations, ou mieux les toucher, favorise une rencontre avec le divin. Or, l'ingestion de l'image sacrée s'inscrit exactement dans cette logique. Le dévot incorpore l'artefact figuré, un jeton de terre cuite, une statue grattée, une fresque, une icône, mélangée à quelques breuvages ou préparations solides, pour entrer en contact avec le saint et capter ainsi sa puissance à des fins propitiatoires, thérapeutiques ou prophylactiques. Prenons l'exemple des jetons dits de Saint Siméon le Stylite, que vous avez sous les yeux. Relativement courant entre le VIe et le VIIIe siècle, ces jetons étaient confectionnés avec de la terre provenant du monastère de Saint-Siméon au Mont Admirable, en actuelle Syrie, et étaient généralement rapportés par les pèlerins pour leur pouvoir prophylactique et guérisseur. Grâce à la vie ancienne de Saint-Siméon Stylite le Jeune, une hagiographie comme il en fleurit par dizaines au VIe et VIIe siècle, on sait que ces images pouvaient être ingérées. On connaît en effet l'histoire de Théodore Picridios, préfet d'Afrique de 569 à 582, qui, souffrant de problèmes intestinaux, se tourna vers un moine du monastère syrien qui lui recommanda de prendre le logis à l'effigie du saint, donc le jeton, de la dissoudre dans de l'eau et de boire cette potion. Il dit « Prends, dissous-le dans de l'eau pure, bois-le avec foi, puis lave-toi avec cette eau et tu verras la gloire de Dieu. » Le lendemain, nous précise le texte, l'homme fut guéri. Il est difficile de déterminer le rôle attribué à l'image dans l'efficacité du remède, dans la mesure où le logis est avant tout une relique de contact. C'est avec la poussière du sol foulé par le saint que l'objet a été confectionné. Cependant, c'est bien une relique portant une image qui fut donnée, et pour cette raison, celle-ci devait avoir aussi sa part dans l'efficacité de l'objet. À en juger par l'iconographie des jetons de Saint-Siméon le Stylite, il s'agit généralement d'une représentation conventionnelle du saint, en buste, juché sur une colonne, et par le mode de production de ces images, ce sont des empreintes produites à partir de moules gravés, la figuration a pour double fonction d'instaurer une relation mémorielle et indicielle entre le logis et le saint, ou son sanctuaire. Mais il y a plus. L'image est également présentifiante. Un passage du miracle 231 de la vie ancienne de Saint-Siméon le Jeune est tout à fait explicite sur ce point. Le saint, s'adressant au prêtre, lui dit « Le pouvoir de Dieu est efficace partout. Aussi, prends cette logis faite de ma poussière, pars, et quand tu regarderas l'empreinte de notre image, c'est moi que tu verras. » On peut donc considérer que l'image a effectivement un rôle à jouer ici, l'image ingérée. Cet usage spécifique des images dans le monde chrétien d'Orient s'est également développé dans le monde occidental, au Moyen-Âge bien sûr, mais là encore je n'ai pas le temps d'évoquer tous les artefacts qui ont pu être ingérés, et peut-être aussi plus particulièrement à partir du XVe siècle, lorsque les techniques de gravure se développent. Les visites paroissiales et les histoires consacrées aux sanctuaires de pèlerinage font en effet état du commerce de petites estampes appelées Santini Eduli ou Schluckbildchen dans l'ère germanique, qui étaient le plus souvent ingérées par les pèlerins après avoir été réduites en poudre et dissoutes dans une solution buvable. Voici quelques exemples. Le dévot en faisait usage pour se prémunir ou se guérir de maladies et de sorts.
Le saint représenté avait généralement une sphère d'influence déterminée. On disait que Marie favorisait la fertilité, sainte Agathe prévenait de la stérilité, saint Bruno éloignait la peste, etc. Le livre des miracles de la Madone de la prison, Madonna delle Carceri, à Prato, ouvrage rédigé en 1505 par le juriste Giuliano di Francesco Guzelmi, est un témoignage particulièrement instructif de ce lien instauré entre images miraculeuses et répliques gravées. Il permet en effet d'observer de quelle manière les estampes ont pu être employées par les dévots, notamment à des fins curatives. Selon le récit rapporté par Guzelmi, une vierge à l'enfant entourée de saint Étienne et Léonard, peinte à fresque sur le mur extérieur d'une prison en ruine située dans les environs de Prato, s'anima miraculeusement le 6 juillet 1484 sous les yeux ébahis d'un jeune garçon. D'après ce dernier, la Vierge peinte se détacha du mur, déposa à même le sol l'enfant qu'elle tenait sur ses genoux, avant d'entreprendre de nettoyer le lieu. Ceci effectué, elle reprit son fils, donc le Christ, dans les bras et se figea de nouveau. De manière prévisible, la nouvelle se répandit rapidement et la représentation fit l'objet d'une intense dévotion. De nouveaux miracles se produisirent et confirmèrent le caractère miraculeux de l'image. La Vierge changea de couleur, saigna et guérit plusieurs dévots, ce qui poussa les autorités à financer la construction d'une église pour lui servir d'écrin. Parmi les 94 miracles exposés dans l'ouvrage de Guzelmi, celui de la guérison de Monna Elisabetta m'intéresse particulièrement. L'auteur raconte qu'au mois de juillet 1485, un certain Ser d'Avino vint le trouver et lui demanda une Vierge Marie qui avait touché la Madone de la prison de Prato pour la porter immédiatement à une femme restée comme morte depuis 3 jours. Le juriste lui donna alors une figure de la Vierge Marie de la prison qui avait touché sa glorieuse image, et cette figure de papier, comme il la désigne, fut portée jusqu'à la malade, posée dans sa bouche. Aussitôt, la dite Monna Elisabetta, et je cite l'auteur, qui semblait auparavant comme morte, revint à elle. Peu après, Elisabetta retrouva l'usage de la parole et expliqua comment elle avait vu porter à sa bouche cette gloriosissime Vierge Marie et comment elle se recommanda à elle de bon cœur et comment elle avait obtenu une grâce de la majesté. Comme le signale Guzelmi, l'estampe n'est pas le seul élément impliqué dans le miracle. Elle se trouve inscrite dans une chaîne causale qui fait intervenir la Vierge, l'archétype, l'image miraculeuse, autrement dit le prototype figuratif, conservé dans le sanctuaire, et la réplique gravée. Le tout étant noué par 2 conditions opératoires, la production d'une représentation ressemblante, Guzelmi parle d'une figure de la Vierge Marie, et non d'une représentation générique de la Vierge, et la mise en contact de l'image miraculeuse et de l'estampe. On retiendra en passant l'importance prêtée au contact pour l'efficacité de la gravure. La virtus de l'image miraculeuse est communiquée à la gravure par la rencontre physique, matérielle des 2 images. Mais la reproduction en elle-même, par ses caractéristiques figuratives propres, la ressemblance, n'est pas moins déterminante dans l'opération. C'est elle qui cristallise tous les pouvoirs aux yeux des dévots, comme en témoigne encore le récit de Guzelmi. Puisque peu après avoir raconté l'épreuve de Monna Elisabetta, il précise en effet qu'il eut vent du miracle par l'époux de la miraculée et que ce dernier avait particulièrement insisté sur le rôle joué par l'image dans le prodige. C'est, dit le mari, en raison, per ragione, de l'image de la gloriosissime Madone de la prison, que la guérison fut accordée à Monna Elisabetta par la Vierge. Mais quelle est la nature exacte de la figure offerte par Guzelmi à la malade? À la lecture du texte, il est difficile d'identifier le type d'image employée. Cependant, comme l'a suggéré Roberto Maniura, qui a étudié ce sanctuaire, il est fort probable que ce fut une gravure identique à celle collée dans le manuscrit du Livre des miracles conservé à la bibliothèque Antioniana qui fut utilisée. Cette estampe que vous avez sous les yeux, datable de la fin du XVe siècle et représentant la Madone à l'enfant entourée des saints Étienne et Léonard, semble avoir été possédée en plusieurs exemplaires par Guzelmi. Grâce à son livre de mémoire, son mémorial, nous savons en effet qu'il avait pour habitude d'acheter des gravures de la Madone de Prato à Florence. En 1490, il note la chose suivante. « Je rappelle comment le jour du 18 mai, j'ai acheté à Florence de nombreuses Madones de la prison. J'ai dépensé 16 soldes, ce qui fait plus de Vierge Marie sur papier, encore plus. » Le titre donné aux gravures, Madone de la prison, ne fait aucun doute sur le lien entre ces estampes et l'image miraculeuse, et la dernière mention laisse entendre qu'il n'en était pas à son premier achat.
Arrêtons-nous à présent sur l'usage pratique qui est fait de l'image. L'estampe est portée jusqu'à la malade, puis mise dans sa bouche, nous dit le texte. Or, si l'estampe employée fut bien semblable à celle collée sur le livre de Guzelm, il aura fallu que l'assistance la plie ou la découpe pour être placée dans la bouche de la malade. Ces dimensions relativement importantes, 10 cm par 13, ne pouvaient pas permettre un emploi plus direct de l'image. Mais qu'importe finalement ces dimensions pour nous, ce qu'il faut relever absolument, c'est le mode par lequel le remède fut administré. C'est en mettant une image matérielle à la bouche, en la touchant et en ayant une relation physique avec elle, que la guérison est obtenue. De sorte que la représentation figurée, cet élément que l'on croit normalement voué au seul règne du visible, emporte avec elle une part matérielle qui n'est pas moins constitutive de son statut d'image que l'iconicité elle-même. On ne peut bien sûr comprendre le sens de ces diverses pratiques dans la culture chrétienne sans considérer le rôle assigné à l'ingestion dans l'instauration d'une continuité entre le monde spirituel et le monde terrestre au Moyen-Âge comme à l'époque moderne. L'ingestion est en effet spécifiquement liée à l'imaginaire religieux de l'incorporation. Prendre en soi, ingérer et digérer, ce n'est pas simplement toucher, c'est rencontrer l'autre. Le modèle de cette rencontre est sans nul doute, dans le monde chrétien en tout cas, l'histoire du livre Manger telle qu'elle est exposée au livre 10 de l'Apocalypse de Saint Jean. Je cite Saint Jean. « La voix du ciel que j'avais entendue me parla de nouveau. Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange debout sur la mer et sur la terre. Je m'en fus alors prier l'ange de me remettre le petit livre et il me dit, tiens, mange-le, il te remplira les entrailles d'amertume, mais en ta bouche, il aura la douceur du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et l'avalai. Dans ma bouche, il avait la douceur du miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. » En 1297, le théologien franciscain Pierre-Jean Aulieu livre un intéressant commentaire de ce passage. Il écrit « Considère que Dieu ne dit pas « lis », mais « dévore », et il ne dit pas « regarde », mais « prends », parce qu'il veut que la pensée spirituelle et intellectuelle du livre soit mâchée, savourée, et transmise dans l'intériorité par une affection et un goût très fervent et sapide. La vérité des Écritures trouve donc par l'ingestion la voie d'une pleine assimilation. Cette idée d'une intromission physique de la vérité par l'ingestion n'a pas toujours été projetée dans un sens ou dans un seul sens imagé. La pensée médicale, depuis Aristote, Hippocrate et Galien, a pu ménager un lien réel entre vie du corps et vie de l'esprit, en faisant découler la puissance intellectuelle et l'imagination de la qualité du régime alimentaire et de la digestion. C'est ce qu'écrit par exemple le philosophe Marcille Ficin, un philosophe florentin, Marcille Ficin, à la Renaissance. Je cite, « L'esprit est produit par le sang, et c'est donc de la qualité de celui-ci que dépend celle de l'esprit. Le sang, à son tour, est produit par le foie, qui utilise pour accomplir cette fonction les éléments dérivés de la digestion. Une chaîne mène donc de l'ingestion à l'imagination en passant par la digestion. Il n'y a qu'à observer une image comme la gravure que vous avez sous les yeux de Matthaus Greuter, le médecin guérissant fantaisie et purgeant par drogue folie, produite vers 1620-1630, pour percevoir la pérennité de cette relation physique entre corps et esprit. Les images, celles qui envahissent et encombrent l'esprit de certains hommes, sont à ce point matérielles qu'elles peuvent être déféquées. Vous pouvez le voir à gauche sous le siège. Dans le registre de l'imaginaire théologique, l'ingestion des images peut également être rapprochée du principe englobant du corpus mysticum. Depuis saint Paul, le chrétien se perçoit comme membre du corps mystique de l'Église. Car, écrit saint Paul, de même qu'en un seul corps nous avons plusieurs membres et que ces membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi, à plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, étant tout et chacun membres les uns les autres. Pour donner visibilité à ce lien invisible qui soude la communauté, certains artistes ont fait appel au modèle de l'ingestion, justement. Par exemple, dans le magnifique triptyque de Pacino di Bonaguida du Getty Museum, cette participation à la communauté est rendue par la figuration du rite eucharistique, et plus précisément par la représentation de l'ingestion de la figure du Christ que vous avez au centre. Ce dernier, placé dans la partie haute de ce panneau central, s'écoule comme liquéfié jusque dans la partie basse où il rencontre l'hostie, l'image que vous avez à droite, puis la bouche du communiant, Pierretto del Voglia.
Pour passer de l'ingestion du sacré sous une forme spirituelle à l'ingestion matérielle des images sacrées, l'imaginaire figuratif du Moyen-Âge et de l'époque moderne n'ont pas été en reste. Certaines représentations de visions miraculeuses ont clairement figuré ce lien. Dans la vision ou l'actation de Saint Bernard, peinte par Alonso Cano vers 1650, la continuité entre les mondes célestes et terrestres est précisément ordonnée par un acte d'ingestion. La statue de Marie s'anime et nourrit de son lait directement la bouche du saint. La divinité transite par l'image, une image que l'on voit, une sculpture, même si elle s'anime, et c'est par l'absorption physique de cette dernière que la puissance céleste est recueillie par le saint. Si au cours du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, l'ingestion matérielle de l'image a pu apparaître une voie privilégiée pour rencontrer le divin, donc, à l'âge classique, cette conception entre véritablement en crise. Des philosophes comme Descartes vont progressivement imposer une séparation plus radicale entre corps et esprit, matérialité et spiritualité. Là encore, il faut regarder les œuvres pour en prendre la mesure. Je n'en montrerai ici qu'une seule, une gravure de William Hogarth, intitulée « Enthusiasm Delineated », donc l'enthousiasme gravé. On voit ici des hommes et des femmes assistant à un prêche et qui, pour la plupart, semblent être pris de folie. Alors, pour signifier visuellement cette perte de la raison, Hogarth a représenté plusieurs dévots grimaçants en train de ronger, littéralement, et d'avaler des statuettes à l'effigie du Christ, ce que vous avez ici. L'ingestion des images est ainsi placée au rang des aberrations, des folies, manifestation d'une religiosité superstitieuse et fanatique. Elle révèle la part animale qui réside en tout homme. J'en viens à présent au deuxième type d'ingestion et aux images produites pour être mangées, et dont l'ingestion ritualisée permet de participer à l'institution ou au maintien d'une communauté déterminée. Autrement dit, cette forme d'ingestion instituante, évoquée en préambule, et dont la fonction est essentiellement sociale. Là encore, je prendrai plusieurs exemples pour mettre en évidence tout à la fois la continuité de la pratique et les enjeux qui la traversent, en même temps que leur singularité. Le type le plus commun et répandu parmi ces images comestibles, produites et consommées pour constituer des communautés, est au Moyen-Âge comme à l'époque moderne, l'hostie figurée, ce que vous avez sous les yeux. Par nature éphémère, les images apparaissant sur les hosties nous sont connues aujourd'hui grâce au fer gravé, que vous avez ici sous les yeux, employé par les communautés religieuses occidentales ou latines depuis le IXe siècle au moins pour confectionner le pain sacramentel. Les plus anciens fers conservés sont datés du XIIe siècle, mais leur usage est antérieur à cette époque, comme l'indique le récit notamment de la vision de sainte Ildefonse. Ce dernier aurait vu, un dimanche de novembre 845, la double figure de l'hostie sous la forme de 2 roues gravées par 2 fers. Constitués de 2 plaques gravées, rivées l'une à l'autre, ces fers comportaient généralement plusieurs matrices en forme de monnaie, in forma numi, des grandes pour les hosties destinées aux prêtres et aux diacres, et plusieurs plus petites pour les hosties dédiées à la communion des fidèles. Celles-ci étaient remplies d'une pâte produite à partir de farine de froment et d'eau, avant d'être portées au feu pour être cuites. L'iconographie des fers à hostie est relativement variée dans la mesure où la production de l'oubli, on appelle hostie également oubli, n'a pas fait l'objet d'une législation stricte, mais plutôt de recommandations plus ou moins normatives. Certaines représentations sont néanmoins plus fréquentes que d'autres, comme l'agneau pascal, la croix, le Christ en croix, la crucifixion, qui comporte donc 2 autres figures encadrant la croix, la dernière scène ou encore le monogramme IHS, autant de sujets ayant un rapport avec l'institution de l'Eucharistie, bien sûr, la passion et le sacrifice du Christ. La question que soulève l'image gravée sur l'hostie est celle de son statut. Les images estampées sur le pain sacramentel n'ont en principe aucune fonction à tenir dans le rituel eucharistique. En communiant, le fidèle n'avale pas une image matérielle, et plutôt par la transubstantiation, le corps du Christ lui-même. Les images apparaissent donc ici, au moins sur le plan liturgique, accessoires. Comment comprendre, dès lors, la diffusion et la permanence d'une telle pratique ? L'une des réponses possibles
tient à l'importance croissante de l'image du Christ dans l'espace ecclésial depuis la fin du Haut Moyen-Âge et à l'affirmation progressive du dogme de la transsubstantiation à partir du décret conciliaire de 1215. Les images ornant les hosties avaient probablement pour fonction de soutenir l'imagination du prêtre et des fidèles lors de la célébration de l'Eucharistie en constituant une sorte de relais visuel favorisant la perception de la réelle présence du corps du Christ dans le pain consacré. Cette hypothèse peut être soutenue par le fait que le désir d'associer l'hostie à l'image du Christ fut une réelle préoccupation des autorités religieuses. L'adoration du Corpus Christi à l'occasion de la fête Dieu instaurée en 1264 par le pape Urbain IV, le développement des monstrances eucharistiques permettant aux fidèles de contempler l'hostie consacrée à partir de la fin du XIVe siècle, ou encore l'association de plus en plus systématique de l'image du Christ sous forme sculptée ou peinte à l'autel, en sont les signes. L'élévation de l'hostie, qui se généralise dans le culte à partir de 1200, progressivement, et qui répond à la demande des fidèles de voir le corps du Christ, joue aussi de cet entremêlement des espèces et de l'image. Dans la messe de Saint-Gilles, par exemple, on voit que l'élévation opérée par l'officiant inscrit l'hostie sur le corps du Christ figuré sur le retable, placé sur l'autel, de sorte que image et espèce semblent fusionner. Mais une autre explication plus fondamentale me semble devoir être avancée, retenue, celle de la capacité de la représentation estampée à rendre sensible le principe qui gouverne tout à la fois l'économie chrétienne de l'image et le système eucharistique, celui du multiple dans l'un. On peut recourir à la logique de l'empreinte sigillaire pour le comprendre. Comme l'a signalé Georges Duberman dans La ressemblance par contact, l'empreinte est garant d'une continuité et d'une authenticité de l'image artefactuelle. D'une part, écrit-il, le contact ou la frappe garantit en elle le pouvoir de l'unique. D'autre part, la génération ou l'émission garantit en elle que ce pouvoir est capable de se reproduire indéfiniment, du moins tant qu'existe une matrice, et surtout de ne pas se perdre, de ne pas se dissiper dans la dissémination qui l'autorise. Fonctionnant comme un sceau, le fer à hostie produit une image, le vestige d'un contact, certifiant l'unicité du multiple. De sorte que malgré la multiplication des hosties, c'est toujours avec ce système le même Christ qui est sacrifié et offert à la communion. Or, l'ingestion d'une image par tous les fidèles, d'une même image par tous les fidèles, permet aux communiants d'être symboliquement reliés à chacun des autres membres de la communauté chrétienne qui, comme lui, incorporent l'image issue de la matrice. Une double matrice conservée au musée de Cluny à Paris nous permet d'y voir plus clair. Datant de la deuxième moitié du XIIIe siècle, ce fer à hostie, composé de deux plaques circulaires mesurant 25 cm de diamètre, représente sur l'un des côtés, placé au centre dans une auréole à 6 lobes, le Christ, montrant ses stigmates, entouré de manière rayonnante de 12 apôtres, et sur l'autre côté, autour du Christ trônant sous un édicule, différentes scènes du Nouveau Testament. Ce qui m'intéresse ici, c'est la configuration plastique de la face. Alors, appelons A, cette face, sur laquelle est représenté le Christ entouré des 12 apôtres. La disposition concentrique des figures des apôtres autour du centre Christ donne en effet visibilité au principe qui sous-tend l'Eucharistie. Non seulement l'idée que, par la communion, tous les membres de la communauté chrétienne se réunissent autour du Christ, mais encore qu'ils entretiennent une même relation avec ce dernier. Il faut d'ailleurs insister sur ce dernier point pour comprendre l'un des enjeux majeurs, me semble-t-il, de l'ingestion de l'hostie estampée. La relation ordonnée par la communion est une relation d'identité entre le fidèle et le Christ. Rappelons que selon l'évangile de Saint Jean, celui qui incorpore le Christ s'incorpore en même temps à lui. Je cite, « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui ». Ce principe d'incorporation mutuelle sera souvent glosé par les théologiens, par saint Augustin notamment. Mais je ne prendrai qu'un seul exemple ici, plus tardif, celui du jésuite Luca Pinelli, qui énonce avec beaucoup de clarté ce principe dans ses méditations sur le Saint-Sacrement. « Considère, écrit-il, que ce repas céleste ne se convertit pas en la substance de celui qui le mange, comme il en va des autres repas naturels, mais il nous convertit en lui. » Ce principe d'assimilation inversée rejoint la notion de conformation développée par saint Paul, selon laquelle, à la fin des temps, le Christ transformera notre humble corps en le rendant semblable à son propre corps glorieux, par sa vertu puissante qui lui assujettit toutes choses.
se dépouiller de sa différence, de sa condition pécamineuse, pour retrouver une ressemblance perdue, voilà le projet constitutif de l'Eucharistie. Or, l'image issue de la matrice donne à voir cette égalité du multiple et de l'un, tout à fait précisément. Avec l'hostie figurée, nous sommes donc face à un artefact ayant pour fonction essentielle de produire un lien d'identité. Et c'est la configuration spécifique de l'image gravée sur les fers, associée à l'ingestion comme mode d'appropriation, qui font de l'hostie estampée une image-objet efficace sur le plan social. Un enjeu voisin est au cœur d'un autre type d'image comestible ayant connu un développement tout à fait considérable à la Renaissance, les cialde, les gaufres. Faites à base de farine de blé, d'anis, de sucre et d'eau, ces gaufres estampées étaient produites comme les hosties à partir de fer gravés, un peu partout en Europe, entre les XVe et XVIIIe siècles. Les fers gravés faisaient traditionnellement partie de la batterie de cuisine, comme le montre notamment cette gravure, reproduite dans l'Arte del Cucinare de Bartolomeo Scapi. Donc, deux fers portant une matrice. Comme les fers à hostie, les cialde donc réunissent deux moules ou deux matrices, comptant chacune une image, des ornements et une inscription mentionnant généralement le nom du propriétaire et une date. Voici quelques exemples particulièrement remarquables. Il n'était pas rare non plus que la matrice comporte une devise, une sentence commémorative, un dicton ou un proverbe à portée morale. Sur le plan iconographique et décoratif, la plupart des fers gravés présentent au centre un écu ou un cimier portant les armoiries de la famille du commanditaire. Mais on trouve aussi, selon l'époque et la qualité de réalisation, d'autres motifs, tels des memento mori, comme ici, des portraits, des figures à l'antique, et tout un ensemble d'éléments ornementaux, guirlandes, rinceaux, nœuds, résilles. La variété et l'abondance ornementale de ces images avaient notamment pour visée de traduire l'aisance matérielle du propriétaire. Il ne faut pas oublier que les mets produits à partir des matrices avaient d'abord une fonction de représentation. Les gaufres réalisées avec ces fers étaient d'ailleurs généralement offertes et partagées dans des circonstances où l'ostentation de la richesse était de mise, à l'occasion de mariage, de baptême ou de fêtes. Cela explique aussi que certaines matrices aient été particulièrement élaborées, les familles faisant appel, lorsqu'elles le pouvaient évidemment, à des orfèvres de renom comme Francesco di Valeriano dit Rochetto. Vous avez ici un exemple de sa production. Je le disais à l'instant, les fers à cialde dérivent très directement des fers à hostie, à tel point que les gaufres estampées semblent avoir constitué une version profane de l'hostie. Les cialde étaient d'ailleurs souvent consommés en dehors des célébrations familiales dont on vient de parler, lors de fêtes telles Pâques ou Noël, ce qui est un signe supplémentaire de ce transfert de la sphère sacrée à la sphère profane. Certaines familles nobles employaient même des fers à cialde portant une iconographie à connotation religieuse pour confectionner des hosties utilisées lors de messes privées. Cette pratique, qui sera ensuite interdite à l'issue du Concile de Trente, est tout à fait révélatrice de la perméabilité des deux phénomènes. On mange des cialde comme on mange des hosties. Mais il faut aller au-delà de cette simple continuité pratique, ce que permet, à mon sens, de mettre en évidence l'homologie formelle et usagère de ces deux artefacts, c'est quelque chose de plus fondamental, cette fonction sociale de la consommation des cialde. Comme pour l'hostie, la gaufre figurée, toujours identique en dépit de sa démultiplication, offre l'occasion à celui qui l'ingère de réaffirmer son appartenance à une communauté déterminée. Et c'est ici que prend sens véritablement l'élément iconographique, le plus fréquemment représenté sur les fers, le blason héraldique. Le maître de famille offre une cialda et invite celui qui la reçoit à partager ce qui constitue son identité, à savoir sa lignée. Car comme l'a justement souligné Hans Belting dans un article bien connu, Blason et portrait, l'abstraction héraldique ne distingue pas un individu, mais le dépositaire d'une généalogie familiale ou territoriale, et définit donc un corps dans son appartenance à un certain rang social. L'ingestion du blason, autrement dit du portrait héraldique, ou parfois du portrait, lorsque celui-ci se substitue aux armoiries, comme ici, est un moyen de s'incorporer à la famille, de rejoindre une famille. Il ne faut d'ailleurs pas oublier qu'à la fin du Moyen-Âge, comme à l'époque moderne, la notion de famille ne se réduisait pas au seul lien du sang, mais s'élargissait à la maisonnée.
La relation de dépendance et d'inclusion qu'institue le rite de la Cialde, offerte et consommée, se complique lorsque les images comestibles sont réalisées à l'occasion de mariages. Les fers gravés portent alors les armoiries des deux familles, chacune sur l'une des plaques du fer, et les deux faces de la Cialda matérialisent la rencontre des deux groupes, la constitution d'une nouvelle communauté au travers de l'union des deux époux. La gaufre estampée est par conséquent tout à la fois l'opérateur et le produit d'un réseau social qu'elle contribue par ses usages à maintenir et à redéfinir. On constatera, pour finir cette trop brève analyse de l'usage des Cialdés, que le rôle actif joué par la représentation dans l'institution de la communauté est affirmé par les inscriptions qui accompagnent l'image. Celles-ci parlent en général à la première personne. Dona Pascuccia ne me prête pas sans permission. Ou encore, Marco de Nicolo de Capoferrato m'a fait faire en 1482. L'image-objet s'exprime littéralement, elle prend la parole. Par là, elle agit et révèle ce qui est symboliquement mis en partage. Mais il y a davantage. Il est aussi fréquent que l'image s'adresse directement au mangeur, sur le mode impératif. Il est bon de prêter les fers à qui les rend. Toi qui les détiens à présent, entends mon dire. Ou encore, plus précisément, sur ces matrices réalisées en 1532 pour Simone de Antonio de Parnaciano, mangez des Cialdés et ensuite buvez et vous prendrez l'ours sans filet. En passant par le mode impératif, manger, l'inscription produit un lien entre l'objet figuré et le consommateur. La Cialda est donc bien cette image-objet qui, si elle se constitue d'éléments visibles, en appelle à une autre expérience, qui n'est pas seulement donc visuelle, mais véritablement physique. Pratiquée dans les communautés spirituelles et familiales, l'ingestion de l'image a également servi à l'institution et la consolidation de communautés politiques. Le cas des architectures comestibles produites à l'époque moderne et contemporaine permet d'en prendre la mesure. Une gravure que je vous montre ici, introduite dans le traité politique de Francesco Aurilia, le Zodiaque, sur la perfection du prince, publié en 1630, montre en effet un arc de triomphe dont la structure architectonique est composée de victuailles, de jambon, porcelets, légumes. Cette illustration est le souvenir de l'arc de triomphe éphémère qui fut installé à Naples à l'occasion de la fête de Saint-Jean-Baptiste et de l'entrée du vice-roi de Naples et duc d'Albe, Antonio Alvarez de Toledo, Ibomo, le 23 juin 1629. L'édifice, élevé Porta del Caputo, connu également sous le nom de Porta San Giovanni, faisait partie de tout un ensemble de machines célébrant sur un mode symbolique les vertus du prince au moment où il commémorait la 7e année de son gouvernement. Or, selon Aurilia, à la fin des festivités, l'arc de victuailles, représentant la vertu de vigilance et l'entretien du peuple, fut dans ses parties comestibles offert puis consommé par les habitants. Symbole de la capacité du vice-roi à offrir de la nourriture à son peuple, l'ingestion de l'image architecturale est de fait un opérateur de la prodigalité du prince. En mettant en partage le signe même de la puissance princière, le politique agrège le peuple à son image et forme autour de lui une communauté qui se trouve ainsi reliée par le ventre et la bouche à son bon gouvernement. Beaucoup plus récemment, le 13 juin 1971, le groupe artistique Hans Rucker & Co. a joué de cet usage de l'image comestible dans une optique politique également. La visée des concepteurs du projet Food City One, les architectes et artistes Gunther Zamkelp, Klaus Pinter et Lauritz Ortner, était cependant bien différente, puisque les architectures comestibles, faites pour l'essentiel de pain de mie, de beurre, de tranches de jambon, d'œufs, de tomates, de concombres, avaient dans ce cas pour fonction d'attirer l'attention des habitants de Minneapolis sur l'obsolescence de nombreux quartiers de la ville et par conséquent leur nécessaire transformation. L'idée était de projeter symboliquement cette disparition en amenant les habitants à être les acteurs mêmes de la destruction. L'ingestion n'est donc plus ici le ferment d'un pacte social liant l'avenir du peuple au bon gouvernement du prince, mais bien plutôt le geste par lequel la population peut prendre part à l'utopie radicale d'une transformation totale de la cité. À côté des hosties, des cialde ou des architectures de victuailles, un autre type d'image comestible mérite l'attention, en particulier parce qu'il introduit ici des problématiques proprement artistiques. Il s'agit des mets sculptés. Là encore, ces images confectionnées avec des aliments ne sont connues que par quelques images et témoignages écrits, tels le Satyricon de Pétrone pour l'Antiquité ou, pour la Renaissance, les vies de Giorgio Vasari, dans lesquelles un long passage est consacré à la compagnie du chaudron.
compagnie liée à la figure de Giovan Francesco Rusticci que vous avez sous les yeux. Dans ce dernier texte, Vasari livre de précieux commentaires sur la nature des images produites, ainsi que sur les enjeux artistiques associés à la réalisation et à la consommation de semblables images. La compagnie, nous dit Vasari, rassemblait 12 artistes florentins, sur le modèle des 12 apôtres, parmi lesquels Andrea del Sarto, Domenico Puligo, Aristotele da Sangalo ou encore Francesco di Pellegrino. Elle avait pour caractéristique d'organiser des banquets au cours desquels les membres de la confrérie confectionnaient des figures à partir de légumes, fruits, viande, pâté, toutes choses bonnes à manger. Comme le note encore Vasari, Rusticci offrit, je cite, « un jour un pâté en forme de chaudron dans lequel Ulysse plongeait son père pour lui rendre sa jeunesse. Les deux personnages étaient réalisés avec des chapons bouillis que l'on avait accommodés en leur donnant une forme humaine à l'aide d'accessoires tous comestibles. Selon la règle de la compagnie, chaque membre devait apporter un mets figuré bien distinct des autres, puisque la ressemblance était punie par un gage. Les artefacts comestibles rassemblés étaient ensuite partagés, puis évalués sur le plan visuel et gustatif, afin que le meilleur des 12 soit distingué. À bien considérer le cas décrit par Vasari, ce rituel de l'échange de mets sculptés apparaît donc comme le reflet inverse de la fabrication et de la consommation des hosties ou des gaufres figurés. Ce n'est plus une seule et même image qui est consommée et partagée pour constituer une communauté, mais 12 images différentes réunissant une même communauté d'artistes. La fonction de l'image et de son ingestion n'est donc plus de rassembler, comme dans le cas de l'hostie, une multitude d'individualités dans l'unité du Christ, mais de distinguer au contraire des identités singulières se surpassant par leur invention et s'individualisant par leurs différences mêmes. Que cette communauté fut une communauté d'artistes n'est évidemment pas sans intérêt, puisqu'elle fait de cette pratique l'un des signes de la progressive émergence d'un régime de l'art à la Renaissance. J'aimerais terminer, à présent, clore cette présentation, trop rapide, avec un aperçu, avec une image plus contemporaine, l'évocation, cette fois, d'un objet réalisé par Piero Manzoni. Cet œuf, érigé en sculpture comestible par Manzoni en 1960, fait partie d'une action intitulée « Consommation d'art dynamique » par le public dévorateur d'art. Elle fut réalisée successivement le 10 juin dans la galerie Kopke à Copenhague et le 21 juillet dans la galerie Azimut à Milan. Ce cas est particulièrement intéressant car il condense et hybride les enjeux qui traversent tout à la fois l'hostie estampée et les mets figurés précédemment évoqués. Comme pour l'hostie, c'est en effet le principe de l'empreinte qui gouverne la relation instaurée entre l'objet et le prototype. Le lien de cette performance avec le rite eucharistique a d'ailleurs été mis en évidence par l'artiste lui-même. Manzoni parle d'œuvre consacrée par la personnalité de l'artiste et de communion avec le spectateur. En revanche, l'artiste ne parle pas de la relation que l'on peut introduire entre l'empreinte et le mode de production de l'hostie, avec les fers. Il me semble pourtant que la marque digitale de l'artiste apposée sur l'œuf renvoie très exactement à l'hostie estampée comme indice de la réelle présence du Christ ou de l'artiste. En substituant son empreinte naturelle à celle produite par les fers, Manzoni inscrit donc sa performance dans une histoire des pratiques qui hisse l'art au niveau d'un rite universel, selon la logique chrétienne, bien sûr. Mais à la différence de l'hostie qui propose en communiant de se dépouiller de sa différence pour revêtir le corps glorieux du Christ, Manzoni suggère ici au public de communier directement avec lui. Cette action transforme dès lors la nature de la société instituée par l'ingestion. À la place de la communauté chrétienne, Manzoni institue une communauté dont le projet spirituel est non pas la rédemption et la vie céleste, mais la transformation du monde en œuvre d'art. Manzoni redéfinit ainsi les limites de l'œuvre d'art et le périmètre du champ artistique. La notion d'art n'est plus attachée à la production d'un objet, une peinture ou une sculpture, mais au geste partagé par l'artiste et son public. Et il me semble intéressant de constater que l'ingestion de l'image est ici l'opérateur véritablement de cette transformation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, merci beaucoup. C'est une question, vraiment, c'est un détail, mais
Je me demandais, est-ce que dans le monde orthodoxe, ça se passe de la même façon, vu que c'est pas le même type de... Voilà. Enfin, Alors, parce que en vous écoutant, enfin, dès le début, je pensais à cette pratique qui a encore d'embrasser les icônes et à enfin, que moi j'ai toujours vu comme enfin, que j'ai toujours pensé par rapport au corps et d'une manière érotique, mais pas nécessairement par rapport à l'idée d'indigestion. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que effectivement, l'hostie ne se présente pas de la même façon dans le rite. Non, mais la prosphora, voilà, parce que c'est de ça dont il s'agit dans le monde orthodoxe, dans l'Église d'Orient, byzantine, est sensiblement du même type. Le fonctionnement est relativement analogue, même si le rituel n'est pas le même, évidemment. Mais l'image y joue un rôle analogue, dans le sens où elle est le vecteur, voire l'opérateur de la constitution de cette communauté autour du corps du Christ. Alors, j'ai fait l'économie de quantité d'exemples, notamment des exemples issus du monde médiéval, qui auraient nécessité peut-être de trop longs développements ici, pour privilégier un arc chronologique plus ample. Mais c'est quelque chose qui est très très présent aussi dans le monde oriental, sans parler d'autres cultures plus lointaines. On trouve également des rites semblables dans la culture aztèque, par exemple. Voilà. C'était une question sur le Farida Cialda et ça m'a beaucoup touchée parce que moi je viens de Pérouse mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi célèbre. Chez nous c'est un objet assez connu, mais voilà, c'était curieux de le retrouver lors de votre communication et je voulais savoir s'il y a d'autres collections qui existent au-delà de celle de Rocchetto et cette tradition, ça a duré jusqu'à quelle époque ? Alors c'est une tradition qui dure au moins jusqu'au XVIIIe siècle. C'est relativement fréquent aussi en Allemagne, en France également, mais en Allemagne c'est très développé. La grande collection de fer à Cialde ou à Ostie, puisqu'il y a une porosité très grande entre les deux, est tout à fait proche de Perugia, puisque c'est Torgiano, c'est le musée du vin, Musée del Vino, où est conservée une merveilleuse collection de fer. J'ai pu travailler d'ailleurs dans de très belles conditions, donc c'était fort agréable. Mais on en trouve dans quantité d'autres collections en Italie. Seulement, ce sont des objets qui ne sont pas montrés. Mais on pourrait dire la même chose de la quasi-totalité des objets domestiques, à l'exception des musées à vocation plus ethnologique. Il y a aussi de très belles collections de fer au MUSEM, enfin, la collection des ATP. Mais là encore, ce ne sont pas des objets qui sont fréquemment présentés. C'est, comme vous l'avez rappelé, une pratique encore vivace. Alors, ce ne sont pas forcément ces objets qui sont utilisés maintenant, mais on mange encore des gaufres figurés en Italie fréquemment. L'ingestion est évidemment un mode radical de communion, enfin d'union avec le sacré, le divin. Mais en rapprochez-vous des modes plus doux, comme par exemple le contact corporel. Je pense aux objets que l'on pose sur soi, aux talismans qui sont très répandus en Orient, que l'on accroche à son cou et que l'on dispose de manière telle qu'on ait un contact direct à travers sa peau avec le talisman, de manière à bien se protéger. Se parer, on a constaté que se parer était synonyme de se protéger. On se pare contre. Donc avez-vous un petit peu examiné cet aspect un peu peut-être marginal par rapport à votre approche relative à l'ingestion? Alors, marginal en effet par rapport à ma problématique, mais c'est une question qui rejoint finalement la question qui pourrait être à l'origine de ce travail. C'est-à-dire comment penser d'autres manières d'être aux images. Donc effectivement, on pense toujours aux images comme des objets qui
qui sont destinés à la vue, donc qui sont mis à distance, en privilégiant ce sens. On pense moins à d'autres modes. Celui que vous venez de rappeler, le contact, porter des images, c'est une chose absolument fondamentale. D'ailleurs, il y a un certain nombre de chercheurs qui aujourd'hui se mettent à réfléchir à cette question, notamment en lien avec la culture chrétienne, puisque au-delà du simple port de la croix au cou, bon, pour les médiévistes, c'est une chose tellement évidente. Les images étaient systématiquement portées, dire que ce soit une image tissée, une image gravée, une image réalisée en métal, c'était des images qui étaient avant tout portées. Et puis on peut aussi songer, c'est un magnifique dossier, aux images tissées qui sont portées par les prêtres au moment des célébrations. Ce sont des cas très très intéressants également. Mais dans le domaine profane, les images qui sont portées par les guerriers, les armures, enfin voilà. Et la dimension protectrice est presque toujours impliquée par le port de l'image. Et comme vous l'avez dit, les images talismaniques qui sont portées à la fois dans la culture chrétienne sont aussi des images qui peuvent être employées dans d'autres aires géographiques, ce qui pose la question de ces modes d'être, ces expériences à l'échelle universelle en fait. Il faudrait peut-être mener une enquête plus globale. Je crois savoir que Philippe Descola a pour projet d'intégrer un peu ces réflexions-là dans son livre à venir sur les images. Voilà, mais je crois qu'il ne faut pas que je monopolise trop la parole pour céder la place. Merci encore. Nous allons faire une très courte pause.